mais je dis souvent le problème de la retraite. Alors j'aime bien beaucoup jouer avec les mots aussi. Je dis déjà, si on doit être retraité, serions-nous maltraités avant qu'on doit être retraité déjà, et aussi c'est de voir que si on prenait son pied dans ce qu'on fait, dans son activité professionnelle, est-ce que tu crois qu'on va calculer le nombre d'années qui me reste jusqu'à que j'arrête? Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Christian Junot. Salut Christian. Salut Fabrice. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Quel bonheur. On allait manger une fondue pour vous expliquer un petit peu. Parce que je suis venu chez toi en Suisse. C'est vraiment génial. Merci beaucoup de venir dans le podcast. Comme je te l'ai un peu raconté par mail, j'ai vraiment la sensation que nos travaux vont être très complémentaires. Donc, je suis très heureux qu'on puisse faire cet épisode ensemble. J'espère que cet épisode va être une sorte de base de connaissances avec les personnes qui vont écouter Histoire d'argent. Donc, un grand merci pour toi. Quand j'ai découvert ton travail après avoir eu cette idée, en fait, après avoir moi-même travaillé sur mon rapport à l'argent, je me suis dit, faut vraiment que j'ai Christian dans mon podcast, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir là. Est-ce que tu pourrais te présenter? Tu te présentes comme thérapeute autour des questions d'argent, c'est ça? Alors non, parce que le mot thérapeute est déjà un peu connoté. Oui. Voilà. Alors je suis en même temps coach et thérapeute, donc je dis que je fais de l'accompagnement sur la relation à l'argent, mais c'est que le mot coach est un peu plus générique, je dirais. Voilà, veut tout et rien dire. Donc c'est plutôt ce mot que j'utilise aussi. Et je suis coach certifié à part ça aussi. C'est aussi pour ça que je peux utiliser ce mot-là avec aisance. Et t'es aussi l'auteur de 2 livres en fait qui ont plutôt super bien marché. Il y en a un premier avec Lilou Massé, c'est ça, qui est une sorte de défi. Alors le tout premier, c'est ce que l'argent dit de vous. Okay. C'est un tout premier. Okay. Ensuite, il y a eu Enfin libre d'être soi-même, que j'ai écrit avec Evelyne Faniel en Belgique. Et puis le défi des 100 jours sur le rapport à l'argent et l'abondance avec Lilou Massé, effectivement, qui est le 3e. Et donc, dans ce que l'argent dit de vous, tu racontes ton histoire et on va en parler ensemble, en fait. Déjà, avant de t'envoyer là-dessus, c'est marrant parce que quand j'ai parlé de faire ce podcast autour de moi, j'ai expliqué que je voulais faire un podcast autour de l'argent et les gens m'ont tous dit histoire de thunes ou histoire de blé ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie de l'appeler histoire d'argent. C'est fou qu'il y ait autant de mots pour désigner ce truc qui est l'argent, où on tourne autour du sujet sans jamais vraiment le nommer. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que c'est la même chose pour le sexe. Il y a énormément de mots pour aller autant du sexe masculin que féminin, et l'argent c'est la même chose. Et c'est vraiment en lien avec le fait que quand un sujet est tabou, c'est comme si on devait trouver d'autres manières de parler de ça, tu vois, avec des mots qui comme ça, faut pas utiliser le gros mot en quelque sorte. Et je prends juste un autre exemple pour parler de ça. Quand on parle de la fameuse expression et horrible expression gagner sa vie, en fait, quand on me pose la question, est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec ton activité? Déjà, gagner sa vie sous-entend qu'on peut la perdre, donc mourir. Mais on est bien en train de parler de gagner de l'argent. Mais tu vois, c'est comme si on n'osait pas demander, est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent pour t'en sortir? Par exemple, ça serait comme tellement indiscret qu'on n'oserait pas le dire, alors que gagner sa vie, c'est ces expressions, on le dit sans le dire, tu vois. Ah, c'est fou. Et je crois que j'utilise ça, gagner ma vie. Oh, mais 80-90% du temps, c'est l'expression utilisée partout dans les médias, partout. Ça fait partie des petites choses qui font que, à déconstruire pour faire en sorte d'assainir son rapport à l'argent. Oui, parce que chaque fois comme j'entends, on doit gagner sa vie. Tu vois, on est en train de sous-entendre qu'une histoire de vie ou de mort qui se joue avec le fait de gagner de l'argent. Et ça met d'autant plus de pression, et ça peut d'autant mieux expliquer qu'il y a tellement d'êtres humains qui restent dans des emplois où ils souffrent, ils sont pas bien et tout, mais c'est comme j'ai pas le choix, il faut ramener de l'argent à la maison. Et effectivement, certains perdent leur vie à vouloir la gagner. Waouh, il y a plein de peurs une fois que tu soulèves cette histoire de rapport à l'argent, il y a plein de peurs qui sont dessous, on va en parler juste après. J'aimerais bien
que tu me racontes, parce que c'est un peu ce que tu racontes aussi à travers ton bouquin, ta propre histoire. Comment t'en es venu, toi, à te dire, OK, il est temps de travailler sur l'argent de mon côté? Alors oui, c'est effectivement un chemin. Alors déjà, c'est vrai que je suis économiste de formation et ancien banquier. Donc j'ai travaillé 23 ans dans une grande banque et 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc j'étais déjà témoin de ces histoires d'argent en voyant des choses surprenantes, bizarres. Je voyais à quel point c'était très irrationnel, les comportements avec l'argent. Simplement, je n'arrivais pas à les expliquer. Quand tu parles d'irrationalité, tu parles de quoi, par exemple? Par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir peur de manquer quand on est multimillionnaire, par exemple? Ça, je l'ai vu plein de fois. Comment est-ce qu'on peut passer des heures pour une histoire de 2-5 euros de frais, qu'on en a aussi 1 million? Enfin, c'est quelque part, je vois qu'il y a des questions de principe, comment on peut s'entre-déchirer pareillement dans une succession alors qu'il y en a largement assez pour tout le monde. Donc tout ça, c'était un peu mon quotidien, j'ai envie de dire, de voir ça. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir que j'avais une grande faculté à voir ça chez les autres, mais j'arrivais pas à voir que moi-même, j'avais une relation à l'argent qui était pas bien différente d'eux, c'est-à-dire qui était très anxiogène. Tu peux en dire plus? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'avais d'excellents revenus parce que j'étais sous-directeur dans une grande banque avec des bonus comme de plusieurs dizaines de milliers d'euros à la fin. Et malgré ça, j'avais peur de manquer. Malgré ça, j'étais crispé avec l'histoire d'argent. Malgré ça, quand je faisais le soir du mois, je faisais mes paiements et mes comptes. En quelque sorte, j'avais l'estomac noué. J'étais pas à prendre avec des pincettes. J'étais celui qui restreignait les dépenses à la maison parce qu'il fallait absolument épargner encore et encore. Donc, j'étais pris dans une sorte de jeu, j'ai envie de dire, enfin de jeu, c'était pas tellement ludique en l'occurrence comme jeu, mais sans même m'en rendre compte. Mais surtout pire que ça, c'est que j'étais même convaincu que ma manière de faire était la seule qui était la bonne. Donc à partir de là, comme j'avais beaucoup de peur, mon épouse, qui est pourtant pas une grande dépensière, dépensait forcément trop pour moi, puis ça venait réveiller mes peurs, que d'aller acheter des fringues, des machins, je me dis pourquoi elle achète tout ça, tu vois, ce genre de truc. Et puis aussi, donc ce qu'il y avait, c'est que ce que je me rendais surtout pas compte, c'est que mes peurs étaient le moteur de mes actions. Et donc je vivais dans la peur, dans le stress, beaucoup plus souvent que je n'étais conscient. Et ça se concrétisait comment, quand tu disais la peur était le moteur de tes actions? Justement, de vouloir restreindre les dépenses, d'avoir le nœud à l'estomac, de vouloir toujours calculer. Tu vois, et à un moment donné, je prends un exemple typique que je vois pas le seul, c'est le temps que je pouvais passer sur Internet ou ailleurs, à l'époque des catalogues, pour essayer d'acheter la chose à meilleur marché possible, tu vois, faire des comparaisons. Et ça m'arrive encore parfois de me surprendre à faire ça. Simplement, aujourd'hui, je me dis, mais dis donc, c'est intéressant, ça, ton temps n'a donc pas de valeur. Si t'es prêt à passer une demi-heure ou une heure pour économiser 20 euros, qu'est-ce que vaut ton temps finalement? Alors que je peux perdre mon argent, je sais que je pourrais peut-être le regagner un jour, mais le temps que je perds, je ne le regagnerai jamais. Oh! Parce qu'à la fin, on meurt, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, ce temps-là, je pourrais pas le rattraper, je pourrais pas revenir en arrière, tu vois. Pourquoi, selon toi, c'est important de travailler aujourd'hui son rapport à l'argent? Justement parce que notre rapport à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et je reprends l'exemple que je dis tout à l'heure, qui malheureusement touche énormément de personnes. Combien de personnes sont dans une activité professionnelle qui leur plaît plus du tout, dans laquelle ils ne s'éclatent pas, voire ils souffrent. Et au fond, ils auront une aspiration qui serait de faire autre chose. Et ils auraient une aspiration de contribuer autrement. Et d'ailleurs, je pose souvent la question, et si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous de différent? Et c'est quelque chose qui sort souvent. Donc ça veut dire que l'argent est le frein principal qui m'empêche de faire une activité de cœur et de contribuer. Et je dis souvent, j'ai vraiment la croyance très forte que nous avons tous des talents uniques, des talents et des dons, quelque chose de singulier chacun. Et chaque fois que nous ne l'offrons pas au monde, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Et c'est un sacré gâchis. Parce qu'imagine que nous tous soyons à faire ce que nous aimons avant la banane de sourire à longueur de journée, qu'est-ce que notre société serait différente? Donc moi je me suis donné comme mission que je veux tout faire pour ceux qui sont prêts, c'est que l'argent n'empêche pas les personnes de se déployer. C'est une vraie mission chez toi, c'est-à-dire que c'est un vrai truc où tu t'es dit, c'est ça maintenant que je veux faire, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça donne du sens parce que j'accompagne tellement de personnes ou qui font ce qu'ils aiment et qui n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent pour rendre pérenne leur entreprise, leur projet, ou alors effectivement qui sont coincés. Et je me dis, mais plus on est nombreux à faire ce qu'on aime, encore une fois, mieux ça va se passer. On parle souvent des problèmes de la retraite et ça va être un vrai problème d'un point de vue démographique et financier. Mais je dis souvent le problème de la retraite. Alors j'aime bien beaucoup jouer avec les mots aussi. Je dis déjà, si on doit être retraité, serions-nous maltraités avant qu'on doit être retraité déjà? Et aussi,
c'est de voir que si on prenait son pied dans ce qu'on fait, dans son activité professionnelle, est-ce que tu crois qu'on va calculer le nombre d'années qui me reste jusqu'à que j'arrête? Moi, j'arrive à l'âge où certains prennent le retraite anticipée ou songent à leur retraite, alors que moi, je vois que tout ce que les projets que je vais encore pouvoir faire, à quel point j'ai encore longtemps à m'éclater dans la vie. Donc, tu vois, à partir de là, c'est plus une question. Peut-être que j'adapterai mon rythme en fonction de mon énergie, mais ce que j'aime, je vais pas arrêter de le faire parce que j'ai un certain âge, ça n'a absolument aucun sens. Ouais, effectivement. C'est intéressant parce que dans ton livre, donc, ce que l'argent dit de vous, tu cites une phrase qui est de ton mentor d'ailleurs, Peter Koenig, qui est un peu cette personne qui t'a amené à faire le métier que tu fais aujourd'hui, si je me trompe pas. Oui. Il dit un truc, il n'y a pas de relation saine à l'argent si vous ne l'aimez pas. Oui. Absolument. Et tu racontes dans le bouquin que la première fois que tu l'as entendu, ça t'a fait tiquer. Oui, parce que j'avais une sorte de raccourci que, pour moi, aimer l'argent, enfin, c'était un raccourci, mais il y avait une confusion surtout, plus qu'une raccourci. Une confusion que aimer l'argent, c'était s'y accrocher. Tu vois, je voyais De Funès dans la Var, Théo Picsou, enfin, tout ce genre de trucs-là, enfin, tout ce genre de comportements. Alors que non, ces personnes n'aiment pas l'argent. Quand on est attaché à, on n'aime pas. On s'accroche à quelque chose, on n'aime pas. C'est encore une fois la peur qui se manifeste. Alors qu'aujourd'hui, je peux voir que je peux aimer l'argent pour ce qu'il m'apporte et ce qui me permet de contribuer également. Donc c'est vrai que moi je peux avoir une relation saine à mon épouse si je l'aime pas, à mes enfants si je les aime pas. Pour moi, ça paraît une évidence que ça commence par apprécier, aimer quelque chose pour une bonne relation avec la chose ou la personne en question. Mais c'est tellement mal vu d'aimer l'argent, parce qu'en fait on vient y coller, comme tu dis dans le bouquin, des projections. Parce que peut-être qu'on a entendu quand on était petit, ou même plus tard, ou dans ta famille, que gagner de l'argent c'était sale. Tu fais tout un travail là-dessus, notamment. Enfin, tu incites les gens à faire tout un travail sur qu'est-ce que ça évoque pour vous l'argent. C'est hyper intéressant comme question. Oui, parce que c'est vraiment ça la clé de nos comportements. Et c'est là le génie de Peter Koenig, c'est qu'il a mis effectivement en mots le fait que nous avons pratiquement tous des projections inconscientes sur l'argent. Et si mes projections sont positives, comme les grands classiques, l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est la liberté, ou l'argent c'est le confort de vie, ou négatives, l'argent est source de conflit, l'argent c'est sale, l'argent c'est l'injustice ou la cause des problèmes dans le monde, suivant que je projette une chose ou l'autre sur l'argent, voire du positif et du négatif, ça va complètement influencer, ça sera ma relation à l'argent. En fait, si tu veux, le moteur de mes comportements avec l'argent, c'est mes projections sur l'argent. Et moi-même, effectivement, j'avais associé argent et sécurité, donc ça signifie que j'étais très, très, très insécure à l'intérieur de moi, très vite stressé. Et c'est pour ça que j'essayais d'épargner toujours plus. Et comme j'étais toujours stressé, je me dis, avec un peu plus, ça ira mieux. Avec un peu plus, ça ira mieux. Et je me rendais même pas compte que j'étais pris dans une sorte de voie sans issue, en quelque sorte, dans lequel j'allais nulle part avec ça. Et en fait, si tu veux, encore une fois, s'accrocher à l'argent, ça parle juste de la peur. Et le problème, c'est que je cherchais une solution à l'extérieur sur l'argent, alors que mon problème était intérieur, soit mon manque de sécurité, qui était vraiment en lien avec un fort manque d'estime de moi et un fort manque d'amour pour moi aussi. Tu racontes qu'il y a un gros lien entre l'estime de toi, à un moment donné, que tu peux avoir, et la façon dont tu valorises ce que tu finis par vendre d'une manière ou d'une autre, que ce soit ton temps quand tu es un salarié ou des produits si jamais tu es entrepreneur ou je sais pas quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si j'arrive pas à donner de la valeur, me donner de la valeur pour qui je suis, comment est-ce que je vais oser donner de la valeur pour ce que je fais, puisque ce que je fais, ça part de qui je suis. Donc on voit beaucoup de personnes qui n'osent pas demander d'augmentation de salaire. J'ai affaire à beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas donner de la valeur à ce qu'ils font, qui valorisent mal leurs prestations et qui fait qu'ils vont galérer financièrement, alors que ça pourrait vraiment valoir plus aussi. Donc c'est vraiment une base, encore une fois. Aujourd'hui, j'ose le dire, parce que c'était pas aussi clair avant, mais aujourd'hui, j'ose le dire, le travail que je fais, c'est un travail d'amour de soi. C'est vraiment apprendre à mieux s'aimer pour changer quelque chose à l'extérieur. Ça part, en fait, pour que les histoires d'argent, ce sont que des choses qui se passent à l'extérieur de nous, et pour que ma situation matérielle change ou mes comportements dans la matière changent, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. C'est inévitable pour moi. J'ai une amie que j'aime beaucoup, à qui j'ai recommandé ton livre, parce que ça y est, je commence à l'offrir à tout le monde. Merci. Qui m'a dit, écoute, j'ai pas été beaucoup plus loin dans son bouquin, il m'a énervé, parce qu'en gros, son livre, c'est un livre de nantis, et c'est pour les gens qui ont de l'argent, en fait. Et je lui ai dit, je crois que
Je crois que tu es un peu passé à côté du sujet, mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire si tu l'avais en face de toi? Déjà, intuitivement, quelqu'un qui me dit ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent au départ. Parce qu'autrement, c'est une sorte de réaction derrière. Et justement, moi, j'ai envie d'être accessible à tout le monde parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir aussi, qui ont des grosses difficultés avec l'argent, qui galèrent financièrement. Et je trouve aussi que c'est du gâchis. C'est malheureux et c'est évidemment une réalité pour eux. Ça, je ne le nie pas. Mais simplement, là, on a le choix à un moment donné. C'est ou bien, et c'est peut-être là ce qui se passe pour cet ami, c'est qu'on voit ces gens-là comme des victimes. Et si on voit ces gens-là comme des victimes, si je suis victime, quelque part, ça signifie je ne peux rien changer, puisque le problème, c'est les bourreaux qui font qu'on est dans cette situation-là. Donc, je suis là, je suis dans un trou, puis j'attends qu'on vienne me sortir du trou, etc. Tu vois, prendre cet exemple-là. Alors que moi, mon invitation, c'est de dire, et si dans vos croyances, il y avait quelque chose qui vous limitait, et si dans votre histoire familiale, il y a quelque chose qui fait que vous n'aviez comme pas l'autorisation inconsciemment d'être dans une certaine forme de minimum d'aisance financière, etc. Donc, et s'il y avait quelque chose à changer en vous, et encore une fois, ça pourrait changer de la matière. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie d'être accessible à tout le monde et le livre c'est déjà un premier pas, je dirais, pour pouvoir être accessible avec peu de moyens finalement. Alors tu parlais tout à l'heure que tu avais tendance à accumuler de l'argent le plus possible. Là tu parles de mon ami qui n'aime pas l'argent. Tu as créé des profils en fait. Donc tu as un écureuil et mon ami, si je me trompe pas, elle est une repousseur, c'est ça? Oui, repousseuse, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Écureuil, donc c'est ceux effectivement qui veulent faire des réserves, qui veulent accumuler de l'argent, puisqu'il y a cette croyance de plus j'aurai d'argent, plus je serai ou sécure, ou libre dans ma vie, où il y aura de confort dans ma vie, ce genre de choses. Ou pour d'autres, plus j'aurai d'argent, plus il y aura de conflits dans ma vie, plus ça va créer de l'injustice. Tu vois, donc quelque part, on est l'un comme l'autre, on est coincé dans des croyances. Alors, évidemment, a priori, c'est mieux d'avoir de l'argent que d'être dans les dettes non désirées, parce qu'on peut être dans les dettes mais raisonnables, mais non désirées. Et en même temps, se pas dire que notre vie est meilleure, parce qu'on peut être surstressé en ayant de l'argent aussi, donc notre vie va aussi être un peu compliquée. Et alors comment, une fois qu'on s'est retrouvé dans un profil entre guillemets, comment on peut faire pour se dire ok, comment je peux faire pour sortir de ça? Si tu veux, ça va demander si je prends mon exemple, à un moment donné, si j'ai dit l'argent c'est la sécurité. Donc, comme je disais, je faisais fausse route en allant chercher ma sécurité à l'extérieur. Le jour où j'ai pris conscience que ma sécurité intérieure, c'était une chose et l'argent, c'était une autre chose, alors qu'avant, j'ai fait un amalgame. Donc, déjà, c'était un premier pas, cette prise de conscience, et de dire, puisque mon problème n'est pas à l'extérieur, puisque je ne manque pas d'argent ni de revenus en l'occurrence, mon problème est à l'intérieur, j'ai à apprendre à me donner de la valeur. J'ai à apprendre à recréer cette sécurité intérieure. Et ça veut dire quoi? Me donner de la valeur, l'estime de soi, pour moi, ça commence par oser faire des pas en dehors de sa zone de connu, par exemple. Parce qu'aussi longtemps qu'on reste dans sa zone de connu, qu'on appelle, à mon avis, à tort, zone de confort, tant qu'on reste dans cette zone de connu, qui est notre zone de référence, en quelque sorte, on ne progresse pas, puisqu'on fait juste ce qu'on sait déjà faire, on n'essaie rien de nouveau. Et à force de faire des pas, qui ne sont pas forcément des pas de géant, en dehors de cette zone, on fait que accroître notre espace de jeu, et c'est jamais terminé, évidemment, il y a toujours un nouveau défi potentiel qui nous attend, quel que soit l'endroit où on est. Mais plus cet espace augmente, plus on se voit, dit, mais oui, tiens, finalement, je sais faire ça. Finalement, ça se passe bien. Finalement, j'avais peur, mais par exemple, d'avoir peur. Les gens n'ont pas du tout la réaction que je pensais. Et à force d'oser faire ces pas-là, c'est comme si on reconstruisait ces fondations intérieures. Pour moi, l'estime de soi, ce sont nos fondations intérieures, les fondations sur lesquelles on va construire notre maison, notre vie en quelque sorte. Et sur des fondations peu solides, on va pas pouvoir construire une grande maison, c'est pas possible. On pourra construire quelque chose qui sera un peu petit, certainement peut-être pas fragile ou pas, parce que c'est pas solide si on veut. Donc c'est vrai que ça demande à nous de faire des choses là, à nous de changer de regard, et aussi à nous de nous donner de la valeur. Ça peut paraître tellement bête, mais moi je vois à quel point parfois j'ai de la difficulté à me donner de la valeur, c'est-à-dire que, je prends un exemple, si je commence à mal me nourrir, qu'est-ce que ça veut dire de ma relation de moi à moi, tu vois? Ce qui te viendrait à l'idée de mettre dans ta voiture du diesel alors qu'il faut mettre du sans-plan 95, tu vois? Ça t'aiderait jamais à l'idée, mais tiens, pourquoi je le fais pour moi? Alors voilà, il s'agit pas bien évidemment de sauter toute idée de plaisir, mais quand même à un moment donné d'être lucide avec ça. Si je ne suis jamais dans le mouvement, tiens, mais comment je prends soin de mon corps, qui est mon véhicule terrestre pourtant ici, et qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc à un moment donné, il y a toute une série d'actions que je vois, je me dis, mais est-ce que là, je suis vraiment dans une relation bienveillante avec moi? Est-ce que je suis en train de montrer que j'ai de la valeur, ou est-ce que je suis en train de
C'était souvent, je crois que je suis le pire patron pour moi-même, parce que je passe quand même beaucoup de temps à faire des choses, certes que j'aime, mais parfois peut-être de manière pas toujours adéquate quand même. Et je me dis, mais des patrons comme moi, on serait envoyé au prud'homme si j'étais comme ça avec mes collaborateurs. Donc c'est pas toujours. C'est là que je vois, j'ai encore des pas à faire. J'ai appris encore à être un peu plus doux, plus bienveillant, et peut-être un peu plus d'amour avec moi aussi. Ok. On va beaucoup, je crois, parler tout au long du podcast d'abondance et d'esprit d'abondance. Et je crois que tu as aussi, toi, tout un truc sur le sujet à propos de l'abondance d'une manière générale. On a souvent en tête que c'est l'abondance financière, mais toi, tu mets plein d'autres choses derrière. Oui, bien sûr, parce que pour moi, l'abondance, c'est tellement plus vaste que l'argent. Et heureusement, je vais te dire heureusement. Alors déjà, c'est vrai que l'abondance, bon, chacun y met ses propres définitions derrière tout ça, mais souvent, pour certains disent non, mais l'abondance, c'est comme si on devait avoir des excès de. Je crois pas forcément, mais en tout cas, quelqu'un avait une fois une définition qui disait l'abondance, c'est quand j'ai toujours ce qu'il faut à chaque instant, ce qui est nécessaire à chaque instant, plutôt qu'il faut, qu'il est nécessaire à chaque instant. C'est intéressant parce que si je passe toute ma vie en ayant toujours ce qui est nécessaire à chaque instant, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'avoir des stocks de ci ou de ça. Si j'ai ce qui est nécessaire, c'est suffisant. Pourquoi avoir plus? Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir plus, mais je veux dire par là, c'est que parfois, encore une fois, cette recherche d'abondance, c'est encore une solution d'aller chercher à l'extérieur, peut-être, ce qui pourrait effectivement me manquer à l'intérieur. Parce que souvent c'est ça, c'est qu'on cherche des baguettes magiques. On aimerait des choses comme je l'ai fait moi-même. Je veux avoir beaucoup d'argent pour que je n'ai plus peur. Et comme ça marchait pas du tout. Ça marchait pas pour les millionnaires. Et pas de raison que ça marche pour moi. Donc encore une fois, c'est chercher une baguette magique à l'extérieur. Donc pour moi, la vie par définition c'est abondant. C'est-à-dire que la vie nous amène toutes sortes de cadeaux seulement si on est prêt à les recevoir. Et on y reviendra peut-être parce que c'est pour moi la vraie problématique que je rencontre chez les êtres humains, cette difficulté à recevoir. Mais ça veut dire que on peut vraiment, c'est beaucoup plus comme cadeau, mais je veux dire dans les cadeaux, qu'est-ce que c'est? C'est aussi des cadeaux qui sont pas confortables. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est peut-être tomber malade à un moment donné, ou peut-être même avoir un accident quand je suis en train de faire fausse route, quand je suis en train de me perdre en chemin, comme pour m'obliger à m'arrêter, à me poser les bonnes questions. Pour moi, la vie, le cadeau, c'était un licenciement, lors d'un licenciement collectif. Alors moi, je l'ai tout de suite vu comme un cadeau parce que c'était le moment où j'étais mûr pour faire autre chose, mais certains de mes collègues l'ont pas vu comme un cadeau. Pourtant, que le recul, je peux dire que c'était un cadeau pour eux aussi, parce qu'ils ont trouvé mieux après. Donc, tu vois, ces événements-là, aussi inconfortables soient-ils, sont là pour nous faire évoluer. Et c'est pour ça que, alors bien évidemment, les cadeaux, c'est pas que des événements compliqués. Le cadeau, c'est la rencontre absolument fortuite de Peter Koenig pour moi, qui va absolument transformer ma vie, par exemple. C'est d'avoir eu accès à Lilou Massé aussi, alors que beaucoup d'autres auraient bien voulu n'y ont pas eu accès. Enfin, tu vois, il y a des gens qui arrivent sur ton chemin comme ça. Tu dis waouh, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est incroyable. Mais est-ce que je saisis l'opportunité? Ou est-ce que je dis, ah ben non, j'ai pas droit, je prends pas. Ben non, si ça se présente à moi, j'ai envie de dire, ben voilà, merci pour cela. Et j'ai envie de profiter de ce cadeau. Juste, je reviens sur je saisis l'opportunité, parce qu'à première vue, on peut se dire, c'est bien de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et ceux qui saisissent des opportunités, on devrait les appeler des opportunistes. Et c'est intéressant, ce mot opportuniste est vu comme chose de beurre, de pas bien. Sûr. Alors que saisir des opportunités, ben oui, ça paraît bien. Et c'est pour ça que nos mots, je trouve, ont été beaucoup déformés. Moi, j'ai envie d'être le roi des opportunistes, celui qui sait saisir toutes les opportunités que la vie lui présente pour évoluer, pour avancer, pour contribuer le mieux possible. Notre société judéo-chrétienne qui a tendance à venir taper sur les gens qui acceptent les cadeaux dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi. C'est pas bien dans l'inconscient collectif de profiter, entre guillemets, quoi. Oui, en tout cas, moi, je suis un bout plus âgé que toi, et c'est vrai que quand je faisais mon école du dimanche, tout gamin, on parlait encore du paradis et de l'enfer, on en parle un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais jamais entendu dire que le paradis, ça se méritait en prenant son pied dans la vie, quoi. C'est tu te donnes sans compter pour les autres, et tu t'oublies au passage. C'était souvent ça qui était sous-entendu. Et je peux dire, c'est encore très très fort imprégné aujourd'hui. Une des plus fortes croyances que j'ai sur la relation à l'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est peut-être la croyance numéro 1 que je peux travailler pratiquement avec tout le groupe. Quand j'ai un groupe, c'est exceptionnel qu'il y en ait un qui n'ait pas cette croyance-là. Ouais, je viens de là, moi, tu vois, je viens du Nord, mon grand-père qui travaillait à l'usine, mon arrière-grand-père dans les mines, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Forcément, quoi, tu vois. No pain, no gain. Il y a un peu ce truc, tu vois. C'est ça, tout à fait. Mais et en même temps, c'est aussi important de voir, c'est que
Je prends l'exemple de mes grands-parents. Le mot loisir n'existait sûrement pas. Hobby, on n'en parlait même pas. Loisir, c'était pas tellement un mot dans leur vocabulaire. Donc, tu vois, nous sommes aussi ces premières générations qui ont commencé, la génération encore de mes enfants et un peu plus âgés, d'un coup qui parlent d'équilibre de vie. Tous ces jeunes qui disent, ah non, je veux pas travailler à 100%, je veux travailler à 80, à 60, 70. Moi, à l'époque, je suis sorti des études, mais il y avait juste pas de question. Si tu travailles à 100, tu travailles pas, tu vois. Et c'est ça, pour dire que les choses ont beaucoup changé. Et je veux dire, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est en train aussi de remettre tout ça dans quelque chose de plus équilibré, de plus rond, en quelque sorte. On parlait de parents. C'est peut-être l'occasion de parler de parents. Parce que tu parles notamment qu'il y a énormément de transgénérationnels qui jouent dans le rapport à l'argent et de choses qui peuvent s'être passées dans l'enfance. Tu prends plein d'exemples dans le livre de gens que tu as pu voir et qui ont vécu un événement qui peut paraître anodin vu de notre vie d'adulte, mais qui peuvent complètement bousiller le rapport à l'argent des gens. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur le rapport aux parents et sur les gens qui peuvent se dire, ok, mes parents, peut-être ils avaient un rapport pas forcément très très sain à l'argent, ils me l'ont refilé quelque part. Oui, alors déjà c'est sûr qu'on est influencé par ce qu'on voit comme enfant d'une manière générale, y compris avec l'argent. Alors c'est-à-dire que en général, c'est-à-dire que on peut soit reprendre le même rapport à l'argent parce que c'est le modèle qu'on a eu, ou parfois par rejet, on part d'une autre direction, mais c'est pas gagnant parce que c'est du rejet. C'est pas d'un endroit apaisé. Tu vois, je prends un exemple. Si j'ai eu des parents, par exemple, très frileux, qui gardent leur argent, qui veulent pas dépenser, et puis finalement on a vécu comme des pauvres alors qu'il y avait de l'argent, et qu'on ne manquait pas d'argent, le jour où je prends conscience de ça, c'est jamais de la vie, moi je vais claquer mon fric, tu vois, et je vais, donc c'est vraiment une sorte de réaction, et finalement ça part une fois pas d'un bon lieu. Et à l'inverse, je vois des personnes qui ont eu des parents qui étaient toujours dans la galère financière, les fins de mois c'était l'horreur, pas forcément qu'ils en gagnaient pas assez, mais qu'ils le dilapidaient peut-être, ou qu'ils le dépensaient pas très bien, et qui vont dire jamais de la vie, ou qui sont des économes et tout, mais à partir de la peur. Donc on peut revivre l'inverse aussi, comme on peut reprendre le schéma, comme le même schéma en pensant que c'est la solution, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir finalement quel était le rapport à l'argent de mes parents, qui peut être différent. Est-ce que le mien ressemble à l'un ou l'autre? Est-ce que j'ai pris quelque chose? Mais on peut même aller monter d'une ou deux générations encore, hein, parce que des fois les choses se rejouent de génération en génération en l'occurrence. Peut-être même plus que sur une ou deux générations, j'ai envie de te dire. Oui, bien évidemment, mais souvent je dirais jusqu'aux grands-parents, voire les arrière-grands-parents, on a quelques infos, mais après, c'est plus dur. Voilà, c'est plus dur, mais bien évidemment, ça peut durer depuis plus longtemps que ça. Donc, ça veut dire par exemple aussi, je prends au niveau de la situation financière, c'est que si je viens de génération, ça peut être ton cas aussi, peut-être d'après ce que tu disais, où on était plutôt d'une forme de galère financière, fallait trimer dur pour gagner de l'argent, puis on avait juste ce qu'il fallait pour s'en sortir, ben souvent ça se rejoue de génération en génération comme étant la norme, parce que il y a des croyances inconscientes, souvent, parfois nommées, mais parfois pas nommées, qui est « Ah non, mais l'abondance ou l'argent, c'est pas pour nous. Nous, on n'y a pas droit. » Tu vois, ce genre de fatalité qui fait que, encore une fois, que ce soit dit ou pas dit, ça aura le même impact et qui fait que, dans la génération d'après, ben, j'ai beau travailler comme un dingue, ben, finalement, je gagne pas d'argent non plus, parce que c'est comme si j'étais dans une forme de loyauté familiale. Je parle beaucoup de loyauté, de déloyauté familiale. La loyauté familiale, c'est vraiment, on réplique le même fonctionnement. Et le problème de la loyauté familiale, c'est que souvent on prend tout le paquet. On prend tout le paquet, le bon et le moins bon. Alors que moi, l'invitation, c'est de dire, on va prendre le bon de ce que j'ai envie d'honorer, peut-être des valeurs que j'aime dans ma famille ou des comportements altruistes, généreux que j'ai envie de garder précieusement et d'honorer, de transmettre. Et il y a peut-être d'autres comportements que j'ai envie de changer parce que je trouve que c'est pas gagnant. La vie qu'ils ont menée, il me semble qu'il y a moyen de faire mieux, sans les juger évidemment, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais avec les moyens qui sont les miens aujourd'hui, il me semble qu'il y a un moyen de faire mieux. Moi, j'ai une famille où du côté des hommes, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Je suis la première exception, mais je suis le premier à l'avoir vu, si tu veux. Donc c'est clair que ce schéma-là de payer le prix, de donner un peu de succès, c'est clair que je vais être celui qui va être déloyal à ce schéma-là. J'ai pas envie que ça se passe et pour moi et de casser ce schéma pour ceux qui me suivent également. Donc c'est là où être déloyal, ce n'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'amour. On est déloyal à un comportement, à une croyance, au fait d'attirer certains événements, mais on n'est jamais déloyal à des êtres humains. C'est vraiment important de différencier ça. Je trouve que c'est une bonne approche que tu proposes parce qu'on peut avoir tendance quand on finit par se dire, ok, moi c'est un truc que je repousse, à justement prendre les gens et à finir par en vouloir peut-être à tes parents, là où en fait il n'y a pas juste à en vouloir à tes parents, il y a juste à
accepter qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, quoi. La plupart du temps, a priori, quoi. Mais oui, tu sais, c'est quelque chose que je rencontre souvent, de la colère vis-à-vis des parents et des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans, même encore, et je dis, waouh, garder cette colère pendant si longtemps, et encore une fois, je le vois plus avec tristesse qu'avec jugement là-dessus, dans le sens que c'est quand même lourd à porter tout ça, et j'en ai eu à coup sûr aussi de cette colère-là aussi, et j'en suis totalement libéré, j'en suis pas certain, mais en tout cas, grandement certainement aussi, et j'étais parti là-dessus, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, tu parlais de ça. Sur la colère? Oui, qu'on peut vouloir à ses parents. C'est là que je voulais en venir. On peut vouloir à ses parents, mais c'est important de se souvenir, mais dire, mais si j'avais vécu la vie de mes parents, qui dit que j'aurais fait mieux que ça? Et parce que je peux voir la vie de mon père, je peux pas la décrire, mais la vie de ma mère, je peux voir, il y a vraiment des événements marquants, traumatisants même. Qu'est-ce qui me dit que j'aurais été capable de rebondir de la sorte? Et moi, je prends souvent dans tous mes ateliers, je donne souvent l'exemple de la chanson de Goldman, si j'étais né en 17 à Leidenstadt, aurais-je été pire ou meilleur que ces personnes, j'avais été allemand. Pour moi, c'est revenir à une posture d'humilité. C'est vraiment effectivement, ils ont fait le mieux qu'ils peuvent, dans les conditions qui étaient les leurs, avec la conscience qui était la leur, avec l'éducation qu'ils ont reçue, avec les croyances qu'ils ont héritées. Et voilà, et moi, je suis le fruit de tout ça, et je fais aussi de mon mieux, et je vois déjà que mes enfants font déjà mieux que moi, parce que on part pas du même endroit les uns les autres. Ils n'avaient pas Christian Junot sous la main pour qui peut leur filer un bon bouquin, quoi. Oui, mais bon, j'ai pas été toujours ce parent-là non plus. Hein. Non, mais je me doute bien. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans ta démarche, tu es aussi très critique vis-à-vis de toi-même et d'où tu viens. Ça humanise complètement ton propos, je trouve, plutôt que de juste faire voici comment il faut faire pour. Oui, alors je sais pas si critique c'est le bon mot, mais j'essaie d'être en tout cas lucide, le plus lucide possible, en tout cas dans ce sens-là peut-être, parce que l'idée c'est bien évidemment pas de m'auto-flageller là-dessus, non, bien sûr, okay. Mais c'est de voir effectivement que j'ai fait plein d'erreurs d'éducation, que mes peurs, mes enfants ont forcément été imprégnés de mes peurs de manquer d'argent et tout ça, et voilà, et puis maintenant ils font du mieux qu'ils peuvent avec, et à un moment donné c'est leur part à eux. Je peux bien sûr être en soutien s'ils en ont envie, mais je peux pas le faire pour eux le travail. Que le père parfait te jette la première pierre. Tout à fait. Il n'en existe pas. En tout cas, merci beaucoup, parce que je crois que c'est un vrai sujet sur les parents, et je crois que ça va être un sujet qui va être assez récurrent dans le podcast d'une manière générale, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tu fais aussi énormément de références au côté obscur. Oui. Et qu'il faut aller accepter et embrasser le côté obscur de notre personnalité, en expliquant que il y a toujours une facette pile pour une face d'une pièce, quoi. Oui, c'est-à-dire que en fait on est piégé par notre éducation, que ce soit d'ailleurs familiale, religieuse, scolaire, qui nous a fait croire qu'il y a des choses, des comportements qui étaient bien et des comportements qui étaient mal. Mais quand tu dis comportement, ça veut dire qui font qu'on est d'une certaine manière. Je vais donner des exemples. Mais simplement déjà avant ça, c'est important d'oublier qu'une chose n'existe jamais sans son contraire. Le chaud n'existe pas sans le froid, le bien n'existe pas sans le mal, et le généreux n'existe pas sans le radin. Parce que c'est toujours en rapport à l'autre part, à l'autre face, qu'on peut se positionner sur le curseur. Alors j'ai envie de reprendre l'exemple justement généreux radin, puis ça parle d'argent. Enfin, pas que d'argent, hein, mais entre autres d'argent. Mais je vois que quand on parle de radin, on est souvent en lien avec l'argent, même ça peut être radin de d'autres manières que ça. Et donc c'est vrai que pour tout le monde, c'est évident, on a tous entendu dire qu'être généreux c'est bien, être radin c'est pas bien. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc vous voyez, à un moment donné, ça veut dire quoi? Dès le moment où j'ai cette croyance-là, ça veut dire que je peux me montrer que sur ma face généreuse, parce que si on disait de moi que je suis un radin, ça serait vraiment dur à entendre, ça ferait mal, et puis j'ai l'impression que je serais un moins que rien quelque part, hein, jugé au pilori, hein, mis au pilori comme ça. Donc ça peut faire très peur. Donc dès le moment où j'ai tellement peur de passer pour radin, ça veut dire que j'aurai toute une série de comportements qui seront parfois faussement généreux, juste par peur de passer pour radin. Je prends un exemple tout simple. T'es au travail et d'un coup ils font une sorte de cagnotte d'enveloppe pour la personne qui part à la retraite. Cette personne-là, je peux pas l'avoir en peinture, mais simplement tout le monde passe et puis on voit où la personne voit ce que je mets ou d'autres voient ce que je mets, et je me sens d'un coup prisonnier. On me dit mais j'aurais juste envie de rien lui donner du tout tellement elle m'a agacé cette personne, mais impossible, je serais jamais assumé ça, de peur de passer pour radin, tu vois. Donc je vais mettre de l'argent, mais au fond de moi ça fait non, tu vois. Donc tu vois, on parle même pas des cadeaux Noël, tu vois. Les cadeaux Noël en famille, machin, mais si j'ai envie de m'écouter, j'aurais fait des cadeaux plus simples, les autres font des gros cadeaux, enfin, toutes ces histoires qui se jouent et se rejouent en permanence. Donc, simplement pour dire, là, je suis prisonnier de ma peur de passer pour radin et j'aurai des comportements qui me conviennent pas, juste par peur.
du regard des autres. Parce que vraiment, notre plus grande prison, pour moi, c'est le regard des autres. C'est la peur du regard des autres. Je suis assez convaincu de ça pour la grande majorité d'entre nous. Donc, moi, j'invite vraiment à accueillir le radin en soi comme j'accueille le généreux en moi. Mais généreux, en général, c'est pas trop un problème. Bien que, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont les plus généreux que les autres sont souvent les pires radins avec eux-mêmes. Ils peuvent être très généreux avec les autres et avoir aucune générosité vis-à-vis d'eux-mêmes. Et pourquoi c'est important? Moi, j'image le généreux en étant celui qui ouvre. J'ouvre les bras, j'ouvre et je laisse sortir à travers moi. La générosité peut se manifester sous donner de son temps, de l'argent ou d'autres choses. Et ce qu'on appelle le radin, c'est la fermeture. Je ferme en quelque sorte. Quelque part, ça ne sort pas. Et je donne l'exemple, supposons qu'un de mes enfants, malheureusement, soit addict au jeu et commence à s'endetter pour une histoire de jeu, et il vient me réclamer de l'argent parce qu'il sait qu'on manque pas de sous. Et à un moment donné, est-ce que je vais dire oui parce que j'ai peur qu'il me voit comme radin? Non, je vais lui dire non parce que je l'aime et parce que je pense que je ne lui rends pas service de lui donner cet argent-là ou même de lui prêter de l'argent, c'est égal. Et peut-être qu'il va me dire mais tu n'es qu'un radin et tout ça. Mais au moment donné où j'ai accueilli le radin, donc celui qui est capable de fermer, parce que radin c'est qu'un jugement, radin généreux ce sont des jugements qu'on met derrière des attitudes. Mais moi je regarde l'attitude, le jugement, je mets ça un peu de côté. Mais derrière l'attitude, le comportement, de dire oui, de fermer à des moments, c'est parfaitement adéquat, c'est même la meilleure chose à faire. Je ne lui rendrai pas service de le faire là. Donc oui, je ferme à un moment donné, mais je peux fermer avec facilité si c'est nécessaire et juste pour moi, dans mes valeurs, seulement si j'accueille le radin en moi. Tant que je rejette le radin en moi à l'extérieur et que je rejette cette partie de moi, j'aurai toujours peur qu'on dise ça de moi, donc je serai prisonnier de ma peur. Je sais pas si c'est clair. Très clair. Il faut aller au plus près de soi, tout simplement, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. Et la vraie liberté, si tu veux, la vraie liberté, c'est quand on va accueillir les deux polarités. Alors je reprends le radin et le généreux, ce qui veut dire qu'à chaque instant, en justesse de situation, je vais pouvoir mettre le curseur. Est-ce que j'ouvre complètement? Est-ce que j'ouvre un peu? Pas du tout. Toi qui es dans la région parisienne, je suis souvent à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui demandent de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois on donne pas. Enfin, je connais personne qui donne tout le temps. Ça existe peut-être, mais je connais pas. Il y a peut-être des personnes qui donnent jamais. Tu vois, tout ça fait que ça vient bien nous chercher, je trouve, et je trouve ces expériences-là de dire qu'est-ce qui fait que j'ouvre ou que j'ouvre pas? Qu'est-ce qui se joue là derrière aussi? Et parfois, je peux dire, quand même, t'aurais pu être plus généreux que ça aussi. Je me vois aussi avec moi, de mes propres comportements aussi. Les histoires que je me raconte des fois pour ne pas donner parce que il a une bière à côté de lui, ou je sais pas quoi, puis j'ai pas eu fini. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte qui fait que je pourrais m'empêcher d'être généreux parce que j'aimerais qu'il se comporte d'une certaine manière pour, entre guillemets, mériter mon argent. C'est que quand je dis ça, je trouve ça horrible de dire ça. Je suis pas à l'aise du tout de dire ça. Oui, là, parce que je dis c'est quand même une sacrée forme d'arrogance de ma part et un manque d'humilité. Et en même temps, c'est aussi moi à certains moments, et j'ai aussi envie d'accueillir que pour l'instant, je suis aussi comme ça parfois. Il y a beaucoup tu racontais tout à l'heure qu'il y a énormément de choses qui se jouent derrière l'argent, et dans tes séminaires, il y a des choses qui sortent parfois qui ont strictement rien à voir avec l'argent, tu racontes. Oui, il y a beaucoup d'histoires d'abus sexuels qui sortent, par exemple, chez les femmes principalement, évidemment, et qui fait que, si je prends cet exemple-là, le problème, c'est qu'effectivement, elles se sentent tellement dévalorisées, parce que le problème pour beaucoup d'entre elles, malheureusement, c'est qu'elles n'ont même pas été soutenues par les plus proches. Donc c'est vraiment, quelque part, même, surtout quand ça vient d'un proche ou d'un membre de la famille, souvent c'est comme elle le problème. Ouais. Et elle porte ça vraiment comme quelque chose de lourd. Et vraiment, avec cette forte dévalorisation, on n'arrive pas à se donner de la valeur. On a vraiment, c'est juste impossible, quoi. On n'arrive pas à imaginer être un cadeau de la vie, tu vois. On se voit comme il y a toutes sortes de choses là derrière, mais simplement que parfois, effectivement, d'aller guérir cette partie-là va transformer notre relation à l'argent aussi, par exemple. Mais il peut y avoir toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on va voir aussi tout ce que j'ai pu avoir comme comportement, parfois des personnes qui se sont comportées d'une manière peut-être pas très adéquate à des moments donnés, que ça peut être avec des enfants, avec d'autres familles, mais pas forcément avec l'argent d'ailleurs. Ils vont se sentir tellement coupables, tellement redevables, qui ne s'autoriseront pas à avoir une vie joyeuse, agréable, y compris sur l'aspect financier. C'est comme si inconsciemment il fallait se punir, tu vois. Et je vois ça également quand dans la généalogie, qu'il y a des personnes de la généalogie qui ont fait des actes répréhensibles, mais qui n'ont jamais reconnu ça ou que ça a été caché. C'est comme si d'autres personnes de la généalogie en dessous allaient devoir le payer pour eux, mais ou en tout cas le payer jusqu'à qu'ils se rendent compte qu'ils portent quelque chose qui ne leur appartient pas, et pouvoir libérer l'entier du système en refaisant circuler quelque chose, en étant ceux qui vont peut-être honorer, en tout cas, ceux qui ont été victimes de cette situation-là.
Donc on revient toujours au même problème, c'est l'estime de soi, quoi. Alors, l'estime de soi, l'amour de soi, et puis encore une fois, oui, la bienveillance avec soi, effectivement, tout ça, oui, c'est vrai. Tu parles énormément de couple aussi, d'argent au sein du couple. Enfin, d'une manière générale, tu prends tous les... Oui, bien sûr. Tu prends tous les systèmes, ben oui, c'est intéressant. Parce que ça se joue partout. Qu'est-ce que... alors, tu prends plein d'exemples dans le livre, mais quel exemple... quel conseil, tu voudrais donner à un nouveau couple qui se met ensemble et qui a besoin de monter un système, entre guillemets, de répartition, un truc juste, quoi. Oui, déjà, ce que je donne souvent comme conseil, c'est que pour les couples, dès le moment où on commence à se mettre ensemble, c'est important de tout de suite parler d'argent. Parce que très souvent, on ne veut pas parler d'argent en disant non, mais de toute façon, il y a tellement d'amour, ça se passera toujours bien entre nous, et on voit qu'au premier moment où il y a des brèches dans cet amour-là, on voit que l'histoire d'argent sort très fort. Je savais bien, j'avais bien vu, etc. Voilà, t'as coup, ouais, ces trucs-là qui ressortent. Alors que, tu te rends pas compte le nombre de personnes qui disent mais j'ai déjà vu dès le début qu'il y avait des problèmes avec l'argent, qu'il y avait ci ou qu'il y avait ça, ou que ça allait pas fonctionner. Enfin, on peut voir que quand on dit que l'amour rend aveugle, on peut bien voir que c'est le cas aussi avec les questions d'argent. Donc c'est vraiment de mettre à plat déjà nos représentations de l'argent, parce que au fond ce que je vois c'est que très souvent dans les couples il y a bien souvent deux fonctionnements différents, ce qui rend ça donne un peu de piment certes, mais ça donne aussi des sujets de tension. Et derrière tout ça, tant qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre. Moi-même, moi qui étais très économe, ma femme était pourtant un peu économe, mais pas au même niveau que moi, j'arrivais pas à comprendre, comme je disais, qu'elle puisse acheter autant de fringues alors qu'il semblait qu'il y avait plein d'armoires, tu vois. Donc ça me dépassait, et ça me mettait en crispation que je la voyais revenir avec ses sacs remplis d'habits, mais j'avais les yeux que je devais faire, enfin voilà, bref. Donc, tout ça pour Tu lui en parlais à l'époque ou Oui, enfin, je posais des questions, moi j'ai jamais aimé le conflit, donc, et elle pas trop non plus, donc, c'était des manières un peu détournées, tu vois, mais t'as vraiment besoin de tout ça, enfin, ce genre de phrases sous forme de reproches, tu vas ranger ça où, t'as acheté ça où, ça a coûté combien, voilà, tu vois, ce genre de trucs-là, tu vois, qui étaient quand même des reproches déguisés quelque part, hein. Et mais simplement déjà de voir notre représentation de l'argent pour justement comprendre, parce que bien souvent tu vois il y en a un qui va dire ah ouais la vie est trop courte, faut en profiter, donc on va dépenser son argent bien ou mal, c'est pas la question, et puis l'autre va dire ah non, il faut penser au futur, faut penser aux études des enfants, faut penser à plein de choses, et il va vouloir économiser. Donc c'est deux fonctionnements qui ne se rencontrent pas, et ça va être un sujet de tension. Donc c'est important de comment on peut trouver le meilleur fonctionnement possible avec les finances. Déjà là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas un bon fonctionnement. Il y a un fonctionnement. Le bon fonctionnement, c'est celui qui convient aux deux. J'insiste sur les deux parce que trop souvent, je vois que un fait des sacrifices pour entrer dans le jeu de l'autre. Parfois, certains prennent l'histoire d'argent c'est mon truc, et ça en devient un jeu de pouvoir sur l'autre en quelque sorte. Et le bon système, évidemment, qui peut changer avec le temps, parce que les situations peuvent changer. Un travail, l'autre travaille plus, il y a des enfants, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Mais simplement déjà, donc, est-ce qu'on arrive à parler d'argent entre nous? Est-ce qu'on connaît les revenus de l'autre? Imagine pas le nombre de couples qui ne savent juste pas le revenu de l'autre, c'est quand même effarant, je trouve. Par exemple, mais aussi si chacun a ses comptes séparés, qu'on sait rien de l'autre, qu'est-ce que ça cache? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur que l'autre sache? Et c'est d'autant plus fort que plus les personnes ont vécu un couple précédent plutôt traumatisant que l'histoire d'argent, ça veut dire quoi? Un divorce qui se passe mal, j'ai l'impression que j'étais dépouillé, ou qu'il s'est passé ci ou ça. Plus je vois les personnes qui vont être rigides dans leur nouveau couple, qui ont tellement peur de vivre ça que l'autre comprend pas, dit mais pourquoi est-ce qu'on porte comme ça avec moi? Mais parce que l'autre est juste bourré de peur de revivre ça, et plutôt que d'exprimer ses peurs et de dire j'ai tellement envie de vivre ça autrement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, on a une sorte de rigidité dans les comportements qui fait que ça va créer des tensions. Voilà, enfin il y aurait beaucoup à dire, mais c'est vraiment encore une fois par le dialogue qu'on va co-construire effectivement une manière de faire où vraiment les deux se sentent à l'aise. C'est intéressant. Tu parles aussi d'un truc qui m'a un peu interpellé, c'est les communautés vivantes. Tu reviens sur ce truc de remettre un peu au centre le collectif en fait. Oui, et si tu veux, je pense que entre le moment où j'ai écrit ce livre la première fois en 2014-2015 et maintenant, c'est beaucoup plus d'actualité encore maintenant. Ça, c'est Charles Eisenstein, que vous pouvez voir sur Internet, qui a 2-3 écrits en français, c'est un Américain, que j'ai beaucoup aimé, j'ai entendu en conférence à Genève, et c'est là où il en parlait. Et il donnait
il donnait cette histoire-là. Cette histoire, je vais la raconter, puis je la trouve très intéressante. Il disait, c'est un Américain qui va rencontrer une peuplade comme ça, qui vivent dans les forêts et tout. Et puis il l'accompagne quelque temps, il observe, et puis le gars, il tue un caribou. Ils avaient beaucoup de viande, et puis il lui dit, ah mais super, tu sais, tu vas pouvoir saler la viande, tu vas pouvoir faire des stocks et tout, et comme ça, t'auras de la viande, une réserve pendant je sais pas combien de temps. Et la personne lui dit, oui, j'entends, mais moi, la réserve, je préfère qu'elle soit dans l'estomac des autres membres de la tribu. Donc, autrement dit, je vais partager le fruit de ma chasse, et comme ça, voilà, tout le monde aura sa part, quoi. Et j'aimais bien cette histoire-là parce qu'une fois, ça parle de je garde pour moi, avec on ne sait jamais ce qui pourrait se passer demain. Et puis une fois, c'est je partage, et je partage parce que j'ai la confiance que ça va dans les deux sens, c'est donner-recevoir. À un moment donné, on ne sait plus qui donne, qui reçoit, parce que tout le monde est content de la même manière. Donc, Charles Eisenstein, ce qu'il disait, c'est que nous avons à recréer des communautés vivantes là où la mondialisation et la publicité a créé comme des silos les uns à côté des autres, puisqu'on a parlé à vous voulez être heureux, partez en vacances à l'autre bout du monde, ou achetez-vous cette bagnole-là, ou je sais pas quoi, tu vois. On nous a ciblés, nous, juste comme déconnectés des autres, sans parler de l'impact que ça avait pour les autres. Et c'est là où on a créé de la séparation à travers ce genre de comportement. Et là, on a justement recréé de l'unité. Alors, une communauté vivante, c'est quoi? C'est une communauté où on se connaît et on s'apprécie. Et pourquoi c'est si important? Parce que dans une communauté vivante, on ne laisse tomber personne. Il te viendrait jamais à l'idée, si une communauté vivante s'appelle les amis, tes proches ici, de dire à quelqu'un qui a un problème, dis ben non, démerde-toi, c'est ton problème, moi je n'ai rien à faire, tu vois. Ben non, je vois, j'ai malheureusement eu de décès de personnes jeunes, des amis très proches, mais j'ai vu à quel point la communauté était présente pour ces personnes-là. Elles se réunissaient, et il n'y avait pas d'histoire de qu'est-ce que tu vas me donner en retour et tout, on est juste présent. Et si tu veux, plus ces communautés, bien sûr, ces communautés vivantes, elles s'entretiennent, elles tombent pas du ciel, elles s'entretiennent de plein de manières différentes. Mais pourquoi c'est si important? C'est que si moi je suis le premier à donner de mon temps, à donner de l'argent, à donner du soutien sous toutes sortes de formes, dès qu'il y a une difficulté chez quelqu'un, à un moment donné, je peux avoir cette tranquillité que les autres feront la même chose avec moi. Et c'est si important parce que je rencontre encore tellement de personnes qui croient, qui ont une croyance limitante, qu'elles ne peuvent compter que sur elles. Et si je pense que je peux compter que sur moi, inévitablement, c'est anxiogène. Ces gens sont bourrés de peur. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un accident, je suis malade, machin. C'est foutu, tu vois. Alors que non. À un moment donné, la communauté va faire son maximum pour prendre soin de chacun. Donc c'est là qu'on a à revenir dans ces communautés qui souvent, elles peuvent être régionales, elles peuvent être familiales, mais pas pour tout le monde. Ça peut être une association, ça peut être toutes sortes de choses. Mais encore une fois, plus on en a, plus on les entretient, plus on s'apprécie, plus on s'entraide. C'est hyper intéressant et je trouve très inspirant, notamment au XXIe siècle, comme tu dis, encore plus aujourd'hui. Ben oui. Je voulais te parler aussi du revenu de base dont tu parles dans le livre, qui est, j'imagine, qui fait partie de la nouvelle édition, ou alors tu l'avais déjà en 2014, parce que j'ai pas lu la première édition. Oui, alors je l'avais déjà en 2014. Ah ouais, précurseur. Oui, j'ai bien intéressé déjà, ouais. Qu'est-ce que tu as à en dire en fait du revenu de base par rapport à cette idée de donner à tout le monde un salaire minimum vital garanti? Alors, c'est intéressant que tu poses la question en ce moment parce que ma vision a un tout petit peu changé. C'est-à-dire que je trouve l'idée extrêmement intéressante, novatrice, et parce que je partage aussi ce que beaucoup pensent, c'est que demain après-demain, il y aura plus, en tout cas dans le mode actuel, il y aura plus du travail pour tout le monde. Donc dès le moment, on voit que c'est déjà le cas, il y a de plus en plus de personnes qui malheureusement se retrouvent sans travail. Donc on doit bien trouver des manières, puisque le travail jusqu'à présent c'est la manière d'avoir de l'argent. Il y a vraiment un lien très clair entre travail égale argent, tu vois, en retour, enfin en tout cas travail professionnel, entendons-nous. Et puis donc il y a ce côté-là. Donc on voit qu'il y a déjà un problème de base et de fond qui fait que on va être de plus en plus problématique. Et donc d'amener cette idée de revenu de base, c'est de dire que ça va permettre aussi, dès le moment où ça dépendra bien évidemment à quel niveau il est mis, ça va permettre aussi à des personnes de pouvoir peut-être expérimenter d'autres choses, de pouvoir peut-être même faire plus de bénévolat, peut-être pouvoir faire d'autres choses, ou peut-être d'avoir justement peut-être des personnes qui veulent passer plus de temps que leurs enfants, peut-être qu'en travaillant à 20-30%, ça sera suffisant pour en plus de ce qui est là, et parce que j'ai vraiment envie de ça, plutôt que d'être obligé, entre guillemets obligé pour assurer un certain confort, voilà, des choses comme ça. Donc ça permettrait des possibles, mais surtout, je ne crois pas qu'on puisse faire de petits changements à notre système économique
pour qu'il s'adapte aux nouvelles situations. On va devoir faire un changement drastique parce que ce système économique-là est malade, mais j'insiste, l'argent n'est pas le système économique parce qu'il y a très souvent cette confusion-là et on rejette le bébé et l'eau du bain, je vois, chez les repousseurs principalement. Et donc ça signifie que on a vraiment à trouver d'autres manières de faire. Et en tout cas, j'ai trouvé que j'ai pas la prétention de dire ça va fonctionner, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui me semble être la meilleure idée que j'ai vue jusqu'à présent. Alors où j'ai un tout petit bémol aujourd'hui, là où on se parle là, en ce moment, en novembre 2021, c'est que j'ai la perception que des gouvernements seraient tentés à mettre le revenu de base en mouvement, en action, mais pas du tout pour les mêmes raisons, juste comme une manière de contrôler les gens, puisque ton revenu de base, tu l'aurais seulement si tu te comportes d'une certaine manière. C'est le fameux QR code, le machin, tu vois, d'un coup, tu es tracé, comme on peut le voir, ce qui peut se passer en Chine pour certaines choses. À un moment donné, ok, on te tient par la laisse quelque part, okay. On te donne de l'argent, mais on te donne l'argent en fonction de ton comportement, tu vois. C'est pas gratuit, quoi. Alors, absolument, c'est pas gratuit du tout. Donc, si tu veux, c'est comme si l'idée de base, qui est pour moi très bonne, serait détournée pour en faire quelque chose du côté obscur plutôt que du côté lumineux. Tu disais justement que l'argent n'est pas forcément le problème. Tu évoques aussi dans ton livre la façon d'utiliser son argent et d'en faire un vote de oui. pouvoir. Oui. C'est hyper intéressant. Oui, ben je trouve vraiment, c'est vrai que j'en parlais dans le TEDx que j'avais fait et ça avait beaucoup impacté les gens de dire mais l'argent est un formidable bulletin de vote et bien plus puissant que celui qu'on met dans une urne de temps en temps. Peut-être on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'aller voter, c'est bien qu'ils ont l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, chaque fois que j'utilise mon argent, je suis en train de donner une couleur à la société que nous créons, qu'on créons tous ensemble. Je m'explique. Si je décide d'acheter des produits bio ou des produits qui ont été faits avec beaucoup de produits chimiques, ça n'a pas le même impact sur l'environnement. Si je décide d'acheter dans les petits commerces plutôt que des immenses grandes surfaces, ça n'aura pas non plus le même impact aussi par rapport à ce qui va se passer dans l'écosystème de là où je peux acheter. Ou d'acheter dans des entreprises peut-être de la région, plutôt des entreprises qui produisent à l'autre bout du monde. Et j'ai rien contre l'autre bout du monde, évidemment. Je les connais pas plus que ça. Et aussi d'acheter des entreprises qui ont des valeurs proches de les miennes, plutôt des entreprises qui n'ont pas mes valeurs. Parce qu'au fond, chaque fois que j'achète à l'un ou à l'autre, je suis en train de les encourager à continuer de la sorte. Alors, bien évidemment, ceux qui ont des manières de faire qui me correspondent, en tout cas, je me sens proche au terme de valeur, j'ai envie de les encourager de continuer de la sorte. Et puis, tout à l'heure, on a mangé ensemble dans un restaurant, voilà, qui prônait une cuisine saine, bio et tout ça. Et tu vois, moi j'aime bien aller là parce que j'aime bien les encourager pour espérer qu'ils puissent continuer, même si c'est mal parti pour eux malheureusement avec ce qui se passe en ce moment. Mais à un moment donné, ça c'est ma manière d'encourager. Je dis voilà, à travers mon argent, c'est aussi un encouragement que je vous donne là. Parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites, parce que j'aime ce que vous faites. Mais c'est important de voir que si j'achète auprès de multinationales qui font des choses que j'aime pas, indirectement, je suis en train de leur dire, je vous encourage à continuer de la sorte, puisque je vous donne de mon argent pour acheter ça, donc je vous encourage aussi à continuer de la sorte. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Alors, si tu veux, c'est déjà un pas d'être conscient de ça. Et je prends un exemple, qui écrit des livres systématiquement, et j'ai le premier, je peux le dire et l'avouer, j'ai acheté des livres chez Amazon à une époque, c'était pratique et tout. Maintenant, je n'ai plus envie du tout, même que c'est plus rapide, même que c'est des fois meilleur marché que d'acheter dans la librairie du coin, parce que les livres en euros sont bien meilleurs marché que les livres en francs suisses. Mais je dis, c'est pas grave, si je veux que ces libraires existent, si je veux que mes livres soient chez les libraires, comment je peux faire autrement que d'aller acheter mes livres chez eux? Je dois être cohérent, si tu veux, à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce pas-là. Alors évidemment, en fonction de nos moyens financiers, on fait le mieux qu'on peut, mais c'est un chemin de conscience pour moi. C'est un chemin de conscience et c'est pas toujours simple parce qu'on voit que des fois derrière une marque, il y a encore d'autres marques derrière cachées. Encore une fois, c'est de faire le mieux qu'on peut, de s'informer. Ouais. Oui, et puis d'éviter aussi, j'imagine, la culpabilité qui va souvent avec les fameuses culpabilités écologiques et environnementales, quoi, où on a tendance à, si on fait pas bien tout comme il faut, on se flagelle un peu, quoi. Bien sûr, évidemment, c'est de toute façon, on est en permanence en tension intérieure ou parfois en conflit intérieur. Je fais pas, qu'est-ce qui est juste, à quelle part je donne le plus d'importance. Voilà, c'est vrai que moi-même je voyage beaucoup pour mes activités professionnelles. Alors même si je prends les transports en commun 95% du temps, mais malgré tout, je vois bien que c'est aussi un impact aussi. Après, c'est toujours la même chose. Je dis est-ce que ça a du sens pour moi que je me déplace, que je contribue à cet endroit-là ou pas, quoi.
Eh ben écoute, merci beaucoup, Christian. Je te dis, merci pour cette heure qu'on a passée ensemble. C'était hyper éclairant. J'espère que ça aidera. Je vais mettre plein de liens. Je vais inviter aussi les gens à s'abonner à ta newsletter parce que tu envoies régulièrement des nouvelles de toi où tu parles de ton histoire à travers l'argent. Enfin, tu reviens souvent à ton histoire et c'est hyper intéressant. Donc un grand merci à toi, vraiment. Merci super. Fabrice. Merci à toi aussi. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent justement, envoyez-moi un mail sur argent@fabflorent.com. Donc c'est argent@fabflorent.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com, fabflorent.com. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.